BX1+. Le face-à-face. Voilà, on va revenir sur la situation dans nos hôpitaux et on va s'interroger sur la santé morale, le dévouement, la lassitude, la colère du personnel infirmier. On va débattre de tout ça avec Nathalie Lyonnais, elle est secrétaire fédérale au CEDCA, donc le syndicat socialiste pour le non-marchand. Gaëtan Mesdac, qui est vice-président de Union for You. Union for You, c'est un regroupement d'infirmiers en dehors des grands syndicats. Et puis avec Yves Maul, qui est manager de soins au CHU Bruckmann. Il est également vice-président de l'association francophone des infirmiers d'urgence. On leur donne la parole dans un instant, mais je voulais d'abord, pour qu'on comprenne bien la difficulté dans laquelle les infirmiers, notamment ceux des soins intensifs, se trouvent aujourd'hui, faire un petit point, un petit focus, un petit zoom, Vanessa Lullier, sur ce que ça veut dire être un infirmier, notamment dans les soins intensifs aujourd'hui. Oui, donc le personnel de soins intensifs en fait est composé de soignants très qualifiés avec des compétences très précises qui nécessitent une formation de 5 ans ainsi que plusieurs mois de stage sur le terrain, le tout pour devenir donc ce qu'on appelle un infirmier SIAMU. Alors dans ces unités, on pose des gestes très spécifiques et on doit pouvoir réaliser en fait des actes médicaux importants en quelques secondes ou minutes, ce qui peut expliquer notamment que le personnel de soins intensifs n'est pas facilement remplaçable et donc on ne sait pas ou très difficilement sortir un infirmier d'une unité de soins plus classique pour le faire travailler en soins intensifs. Alors cela s'explique par le fait que le travail aux soins intensifs est tout à fait différent de celui en unité d'hospitalisation. Un seul exemple que vous avez peut-être vu dans l'un de nos reportages, eh bien pour retourner un patient atteint du Covid, cette technique devenue courante pour soulager leurs poumons, il faut être 5 professionnels minimum de la santé et la démarche est très sensible. Alors de quoi aggraver évidemment cette pénurie bien présente, structurelle d'abord, mais aussi causée par le ras-le-bol des soignants face aux conditions de la crise et le départ de certains professionnels pour pratiquer la vaccination qui est plus lucrative. Voilà, alors on va parler de beaucoup de choses dans ce débat. On va parler de l'obligation vaccinale qui a mis un certain nombre de soignants en colère. On va parler effectivement des rémunérations aussi. Mais on va commencer avec cette question-là, Nathalie Lyonnais, notamment dans les soins intensifs. Le problème aujourd'hui, une des raisons de la colère et peut-être la raison principale, c'est ce problème de pénurie de personnel, le fait qu'on est en nombre insuffisant dans les hôpitaux? Alors je pense que dans l'ensemble des institutions et dans tous les services, la pénurie est un élément majeur parce que vous avez une dégradation des conditions de travail. Donc je pense que depuis des années, les travailleurs sont en nombre insuffisant pour répondre à l'augmentation de l'activité médicale. Ça constitue une base de la colère et je pense qu'on ne peut pas, que tout est dans tout. Vous avez aussi toute la question de la reconnaissance salariale puisque la place que vous avez dans notre société, elle est aussi liée, l'image qu'on donne de vous, elle est aussi liée à la hauteur que l'employeur ici veut bien la hauteur du salaire qu'il est prêt à donner pour votre mission. Et donc, c'est les deux. Je pense que c'est l'ensemble des éléments qui font que finalement, on a une pénurie qui s'est construite depuis plus de 10 ans et qui s'aggrave et qui aujourd'hui s'accélère. Ouais, donc voilà, le salaire comme élément de reconnaissance. Mais il n'y a pas que le salaire. Moi, je me rappelle qu'au début de la crise, tout le monde sortait sur son balcon à 20h pour applaudir les soignants. Gaëtan Mesdac, on a changé d'époque par rapport à ce moment-là où on pouvait considérer que les infirmiers, c'était limite si on ne les embrassait pas quand on en croisait un dans la rue. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le même soutien de la population. C'est ça qui est en train de se passer ? La population est lassée et on est à la 4e vague. Et donc les gens ont pris l'habitude et certains chiffres qui faisaient peur il y a près de 2 ans ne font plus peur à personne. 800 lits de soins intensifs occupés par des patients Covid, ça n'effraie personne. Les soignants sont fatigués et je vous rassure, avec des applaudissements et des merci, on ne paye pas les factures et on ne remplit pas les frigos. Et donc, le personnel soignant a peut-être besoin maintenant de considération du monde politique, mais d'une vraie considération bien placée. Alors, on termine ce dernier tour de table avec Yves Maul. Vous êtes manager de soins. Est-ce qu'il y a un problème de reconnaissance de la part des hôpitaux et des directions d'hôpitaux vis-à-vis des infirmiers? Est-ce que ça a été un personnel, et on peut peut-être globaliser, élargir infirmiers et aides-soignants, est-ce que c'est une catégorie de personnel dont on n'a pas suffisamment écouté les revendications et le besoin de reconnaissance, pour reprendre ce terme-là, ces dernières années?
Je ne crois pas que le problème se situe au niveau des directions d'hôpitaux ni des hôpitaux. Je pense que le problème est vraiment au-dessus de ce niveau-là. Et donc, à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation qui était une faillite annoncée. Ça fait 10 ans que nous, avec les associations professionnelles et les syndicats, nous lobbyons pour pouvoir faire changer cette vision du métier de l'infirmier et le revaloriser. Force est de constater qu'on n'a pas été attendu et le Covid agit comme un catalyseur qui met en évidence tous ces éléments-là. Et donc, ce n'est pas au niveau des hôpitaux que se pose le problème, c'est clairement au niveau santé publique, fédérale, régionale et ainsi de suite. Nathalie Lyonnais, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ce n'est pas avec les hôpitaux que se pose ce problème. On sait quand même qu'il y a parfois des négociations qui se déroulent avec les directions d'hôpital. Et puis, parfois, notamment sur le cadre, la fixation du cadre, ça ne se passe pas toujours si bien que ça, si? Alors, allez, je pense qu'il faut quand même que l'on soit conscient que tout est dans tout et que le mode de financement des hôpitaux aujourd'hui a mis sous pression le système parce que dans le secteur, dans le non marchand, vous ne savez, les coûts principaux sont des coûts de personnel. Chaque fois que vous n'avez pas les moyens financiers de rencontrer à 100% la mission qui est la vôtre, ce sont des coûts, c'est sur le personnel que ça va se porter. Donc, ce serait réducteur de dire que finalement, c'est parce que les directions n'ont pas voulu octroyer des avantages ou n'ont pas mis sur le marché les travailleurs nécessaires. Je pense qu'il y a un premier problème qui est le mode de financement de l'hôpital où, pour atteindre une stabilité, vous devez produire de l'acte et de l'acte nécessaire. On ne soigne pas inutilement les gens, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir les effectifs nécessaires pour permettre de réaliser les soins dans de bonnes conditions. Il y a d'autres éléments parce que finalement, lorsque vous avez besoin de maintenir votre activité pour avoir une santé financière qui permet aussi de payer les salaires, soyons de bon compte, ça veut dire que vous ne pouvez pas assurer au personnel des conditions de travail qui soient acceptables. Et c'est là qu'on est vraiment dans un gros problème parce qu'on tourne en rond en se disant on doit soigner la population. Et pour soigner la population, il faut des professionnels formés au chevet des patients, mais les conditions de travail sont telles et se sont dégradées. On n'a jamais autant eu d'accord pour améliorer les conditions qui finalement, mais moi je pense que les travailleurs se disent, moi quand je regarde l'évolution du secteur, on est moins bien aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 15 ans. Et pourtant, on a fait des efforts, mais si on ne travaille pas sur l'activité et la charge de travail, il est très difficile de concilier une vie professionnelle avec une bonne santé physique et mentale dans le secteur. Alors Gaëtan Mesdac, je voudrais qu'on progresse un petit peu dans le débat. Je vous ai vu faire oui de la tête, donc j'imagine que vous êtes globalement d'accord avec ce que Nathalie Lyonnais vient de dire. Comment est-ce qu'on explique que, par exemple, l'obligation vaccinale, ça soit à ce point déclencheur d'une forme de colère dans le personnel soignant, notamment dans le personnel infirmier, en sachant qu'il y a quand même une très large majorité des infirmiers qui sont vaccinés, il y a une majorité d'infirmiers qui ne s'opposent pas forcément à l'obligation vaccinale, mais il y a quand même beaucoup d'infirmiers qui se disent on est un peu stigmatisé. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez à Union for You, et est-ce que pour vous c'est un des déclencheurs de la colère aussi ? C'est un des déclencheurs supplémentaires. Comment peut-on mettre autant d'énergie, prévoir des financements qui vont devoir être placés pour réunir l'information de qui est vacciné, qui ne l'est pas, qui travaille, où, quand, comment, qui sanctionner, alors qu'un si faible pourcentage de soignants n'est pas vacciné et on stigmatise toute une profession. On a un peu l'impression qu'on utilise la vaccination obligatoire des soignants pour faire oublier tout le reste. C'est de la poudre aux yeux, c'est un écran de fumée pour se permettre de ne pas considérer les choses les plus importantes. Ouais. Gaëtan Mesdac, est-ce que vous pouvez entendre aussi que ça peut être, pour certains, notamment du côté du gouvernement, une question de principe, de se dire, on réfléchit peut-être à l'obligation vaccinale pour toute la population, mais en tout cas, on pourrait au moins commencer par les soignants, parce qu'eux, ils sont en contact direct avec des malades. Mais tout le monde est en contact direct avec des personnes fragiles, toute la population. Les fêtes de Noël vont bien nous le démontrer. Et donc, on est là en train de parler d'un faible pourcentage de 8% de soignants non vaccinés qui utilisent des gestes barrières depuis 2 ans face au Covid, dans des unités où les gens sont fragiles, effectivement. Mais il y a 2 ans, il n'y avait pas de masque. Il y a 2 ans, le monde politique nous disait qu'il n'en fallait pas. Alors, nous ne sommes pas contre la vaccination. La preuve, 92% des soignants sont vaccinés. Je pense que la preuve est concrète. Utiliser autant de temps et d'énergie pour sanctionner ou obliger plutôt que pour revaloriser, ça me pose vraiment question. Ouais. Yves Maul, même sentiment partagé chez vous, c'est pas utile ce débat ?
Il est un peu provoquant pour vous? Je pense qu'on perd beaucoup d'énergie pour pas grand-chose et que donc effectivement c'est un débat qui a eu du sens à un moment donné de dire ok on va vacciner de manière globale, mais alors il faut peut-être envisager l'ensemble de la population et pas stigmatiser une fraction de la population. Éthiquement parlant, tous les soignants sont d'accord avec le fait que être vacciné c'est important. Maintenant, chaque cas est un cas individuel avec ses propres limites et on est dans une matière qui n'est pas une matière. Le corps humain, c'est pas parce que nous sommes infirmiers que notre corps doit être utilisé dans n'importe quel sens. Donc je pense qu'on a été peut-être un peu trop vite en termes de communication, en termes de sanctions, et on ne voit pas sur du long terme quelle va être la stratégie pour sortir du Covid à l'heure actuelle. Si c'est comme Gaëtan dit, juste vacciner les 55 000 professionnels de la santé en Belgique qui ne sont pas encore vaccinés, dont on n'est même pas sûr qu'ils sont en contact avec des patients, c'est pas ça qui va résoudre l'épidémie. Hein. Donc voilà, nous on est pour effectivement la vaccination en termes d'associations, donc les associations professionnelles, mais pas n'importe comment et pas de cette manière. Voilà, donc c'est pas une priorité si je vous entends bien. On va progresser sur le débat avec la question de la reconnaissance financière, les salaires en d'autres termes, et notamment l'annonce de 43 millions qui ont été débloqués la semaine dernière par Frank Vandenbroek, Vanessa Lullier. Oui, voilà, donc le ministre de la Santé effectivement a annoncé donc 43 millions pour les infirmiers spécialisés. Alors l'objectif de Frank Vandenbroek ici est d'attirer de nouveaux soignants et de répondre aussi à la colère du secteur qui connaît donc une importante pénurie de bras causant la fermeture de lits de soins intensifs alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Alors pour faire simple, désormais, les infirmiers spécialistes avec un titre particulier comme ceux des soins intensifs ou des urgences recevront 2 500 € bruts supplémentaires par an et on parle de 833 € bruts dans d'autres cas comme la psychiatrie, la gériatrie ou les soins palliatifs. Au total, donc, le gouvernement a pour l'heure débloqué environ 1 milliard d'euros pour le personnel de santé, 600 millions en novembre 2020 dans le cadre de l'accord social pour revaloriser le secteur de la santé et 400 millions du fonds blouse blanche en juin. Alors, je vais donner la parole à Gaëtan Mesdac, parce qu'on avait parlé de ce problème avec vous une fois, hein, les infirmiers spécialisés qui finalement voyaient leur pouvoir d'achat se réduire. Est-ce que ça corrige la situation, ces 2 500 € de plus annoncés par Frank Vandenbroek ? Alors, retour d'infirmiers spécialisés, ça ne corrige pas la situation. Ça met du baume au cœur de la population et ça donne une bonne image à notre ministre. C'est un mini-geste avant les fêtes, mais c'est vraiment des miettes de pain. Il faut savoir qu'avant les modifications IFIC dont on parle beaucoup, les infirmiers spécialisés... Donc IFIC, c'est l'espèce de classement, la nomenclature dans laquelle on établissait une grille salariale. Hein, ouais. Dont il aime parler, qui était analysé et mis en place depuis des dizaines d'années, mais qui doit très rapidement être corrigé parce qu'on a oublié certaines personnes hyper spécialisées. La crise nous démontre à quel point on en a besoin. Mais enlever une prime de 3 600 € bruts par an pour en redonner une quelques temps après de 2 500, ça fait quand même un peu moins de 60 € net par mois pour reconnaître une spécialité indispensable dans la crise, en oubliant beaucoup d'autres personnes qui devraient également être valorisées, et très certainement le salaire de base de départ des infirmières. Donc c'est un geste, mais Yves Maul pourra vous en parler de ce que les spécialisés en pensent, je pense. Alors vas-y, alors allons-y, Yves Maul, je vous écoute. Donc je rejoins assez Gaëtan, c'est-à-dire que oui, on parle de revalorisation, mais ici, ce n'est pas une revalorisation. Hein. Les associations professionnelles, elles poussent pour une revalorisation globale. Dire qu'une partie de la profession va être revalorisée avec 2 500 € par mois, ce n'est pas ça l'objectif. Effectivement, comme Gaëtan l'a dit, nous avions un problème d'attractivité avec l'IFIC. Ça va légèrement corriger ce problème d'attractivité pour les gens qui se situent au niveau de l'IFIC. Ça ne résout pas le problème des gens qui ne sont pas spécialisés et c'est une mesure parmi les dizaines de mesures dont nous inondons continuellement le cabinet de M. Vandenbroek, parce qu'il n'y a pas que le côté salarial qui est important pour nous, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc actuellement, ces paramètres, dans une ligne de temps, ils vont pouvoir peut-être faire quelque chose, mais de manière très éloignée. On parle de 2, 3, 4 ans. En attendant, nous, on est face à une pénurie. Et voilà. Alors pour les spécialisés, c'est clair que c'est une avancée pour corriger ou on va dire amoindrir l'impact de l'IFIC. On ne va pas parler de correction, on va dire amoindrir l'impact de l'IFIC. Sur cela, on a été entendu, mais ça n'est qu'une mesure parmi des dizaines de mesures que nous avons demandées. Nathalie Lyonnais, il risque d'y avoir encore des débrayages et des actions dans les hôpitaux dans les prochaines semaines ou pas ?
Je pense que, allez, on a un moment historique pour le secteur. Si, après 20 mois de Covid, après des années de mobilisation, on ne comprend pas que nous avons besoin d'un signal extrêmement fort, d'un refinancement du secteur et que on a besoin d'une réforme profonde parce que aujourd'hui, vous n'attirerez pas des nouveaux candidats avec des mesures. Il faut vraiment qu'on puisse donner un signal fort pour que les jeunes... L'enjeu, c'est septembre 2022. On doit absolument tout mettre en œuvre pour réussir une rentrée scolaire de 2022. Aujourd'hui, quelles que soient les mesures que vous voulez prendre, on a 402 millions, le fonds des blouses blanches. Vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui d'engager des infirmiers pour augmenter le temps de présence au chevet des patients. Et donc, il faut prendre le problème par le bout. On doit améliorer et donc on doit avoir du recrutement et au niveau francophone on a un énorme effort à faire sur la vision que l'on a du métier et comment attirer des jeunes et comment soutenir nos jeunes aussi dans les stages. Je vous rappelle que déjà en deuxième année des étudiants présentent des signes de burn-out, donc on doit préserver le capital des jeunes, on doit soutenir les équipes pour qu'elles puissent accompagner correctement les étudiants, mais surtout il faut trouver des solutions aujourd'hui pour que les travailleurs ultra compétents qui sont dans toutes les unités de soins, que ce soit aux soins intensifs, aux urgences, que ce soit en médecine gériatrique, mais que ce soit aussi dans les soins infirmiers à domicile. On ferme des tournées de soins à domicile aujourd'hui parce qu'on n'a pas les gens sur le terrain. Et donc, il faut travailler sur la question des conditions de travail. C'est impératif. Si on continue à épuiser les travailleurs, de toute façon, nous avons des démissions tous les jours. Les gens s'en vont et donc, dans l'urgence, trouvons des solutions pour diminuer la pression sur les travailleurs et mettons-nous autour de la table pour construire un vrai plan à 5 et 10 ans parce que finalement, on fait toujours du coup par coup pour répondre à des urgences, mais on n'a pas de vision globale à 10 ans. Ouais. Gaëtan Mesdac, est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'infirmiers qui préfèrent quitter les hôpitaux pour aller travailler dans un centre de vaccination, dans un centre de testing, qu'on a un certain nombre d'infirmiers et d'infirmières qui ont préféré aller travailler au Luxembourg, enfin bref, qu'il y a une forme de désaffection? Alors, il y a une désaffection depuis longtemps. On sait qu'il y a déjà plus de 20-25 000 praticiens de l'art infirmier qui ne sont plus dans les soins, qui sont diplômés, qui pourraient être ramenés si on rendrait la profession attractive. Et ça, c'est qu'une question de salaire, alors? Une question de salaire et de conditions de travail? Ce n'est pas qu'une question de salaire. Il y a le salaire et il y a les normes d'encadrement, les conditions de travail, les horaires, la pénibilité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour ramener des gens dans les soins. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, les infirmières qui veulent se donner corps et âme pour lutter contre la pandémie se disent que dans les centres de vaccination et de testing, ils ont leur rôle à jouer et la charge mentale, la charge émotionnelle est moins lourde. Ça permet de travailler en étant correctement payé sans être totalement confronté à des difficultés, des morts, des douleurs. Et effectivement, tous les services sont touchés. Les soins à domicile sont énormément touchés aussi. Une revalorisation est indispensable dans le secteur. On est à une indexation au 1er janvier 2022 de 0,79%, en sachant que certains soins étaient mieux payés quand ils l'étaient en francs belges plutôt qu'en euros. Posons-nous les bonnes questions. Les soins à domicile, c'est l'avenir des soins de santé parce qu'on ressort des patients plus vite de l'hôpital parce que ça coûte moins cher et que les gens sont bien chez eux, mais on n'injecte pas d'argent dans les soins à domicile. Donc, il y a vraiment un gros travail. Nous, on a estimé chez Union4You l'investissement annuel pour les praticiens de l'art infirmier à 1,5 milliard. Quand M. Frank Vandenbroek nous parle de son enveloppe d'1 milliard, j'aimerais qu'il le détaille et qu'il nous dise exactement combien de personnes ont été rajoutées dans les soins. Parce que les nouveaux engagés, quand un directeur de ressources humaines vous explique que quand il en engage 2, il y en a 5 qui s'en vont, ça pose question. La fuite, elle est continue. Et on va droit dans le mur. Il faut vraiment revaloriser notre profession. Alors, une dernière question, elle sera pour Yves Moll. Est-ce que vous avez encore confiance en Frank Vandenbroek, le ministre de la Santé, ou est-ce que ça devient compliqué ? Écoutez, on a des discussions, je pense, saines avec le cabinet Vandenbroek. Je pense que le cabinet Vandenbroek ne fait que essuyer les plâtres de ce qui n'a pas été fait pendant les 10 dernières années. Et donc, il faut peut-être de temps en temps éviter de tirer sur le messager. En tout cas, nous avons eu plus de discussions productives avec le cabinet Vandenbroek qu'avec le cabinet de Bloch avant. Mais de manière générale, de toute façon, c'est la place de l'infirmier dans la société qu'il faut revoir. Et ça, c'est pas M. Vandenbroek qui va le faire, hein. C'est la société
en elle-même. Hein. Je pense que le métier d'infirmier, c'est un métier qui est un métier magique et merveilleux, mais si on n'est pas soutenu pour pouvoir le faire, que ce soit par le cabinet Van den Broek, par la population, parce que je vous rappelle que les ministres sont élus aussi par la population, le problème ne va pas se résoudre du jour au lendemain simplement parce qu'on change le ministre ou puis qu'on lui met une pression pour obtenir un certain nombre de choses. Donc voilà, moi je crois vraiment qu'il y a une marge de progression importante. Il faut simplement que la population se rende compte que si la faillite continue, ça n'est pas simplement les hôpitaux qui vont être impactés, c'est tout le système. Et quand le système tombera, les gens sur le terrain, votre famille, vos amis, tous les gens qui vous entourent auront aussi des difficultés à un moment donné à se faire soigner. Et ça, la population doit prendre le débat à bras-le-corps et pas... Voilà. Les infirmiers sont un corps qui a tendance à ne pas se plaindre. Malheureusement, peut-être pour nous, on doit peut-être aussi faire de l'introspection et se rendre compte qu'on n'a pas été, je vais dire, très agressif dans les revendications. On a des syndicats pour nous défendre, on a une Union for You qui est aussi présente maintenant, mais ça ne fait quand même pas écho dans la population. Quand j'entends de temps en temps des amis qui discutent de ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux, 800 patients aux soins intensifs, concrètement, tout le monde s'en fout. Hein. Et donc, je pense vraiment qu'il y a ce côté-là. Je caricature, mais c'est un petit peu la réalité. Hein. Ouais. Aller rue Neuve ce week-end, aller dans les centres commerciaux ce week-end, il y avait 800 patients aux soins intensifs, vous avez des tonnes de personnes qui se promenaient en ne respectant pas la distanciation sociale. Donc voilà, il y a un phénomène de société et nous, en tant qu'infirmiers, on veut pouvoir avoir notre mot à dire. Ce qu'on ne nous a pas autorisé à faire les dernières années, c'est maintenant peut-être à nous de prendre aussi le lead pour pouvoir le faire. Voilà, et en espérant que le variant Omicron ne rende pas ce débat encore plus sensible qu'il ne l'est déjà. Merci beaucoup. Il y avait Nathalie Lyonnec, secrétaire fédérale pour le 7CAN en marchand, donc syndicat socialiste, Gaëtan Mesdac pour Union for You, donc groupement d'infirmiers hors syndicat, Yves Maul, manager de soins au CHU Bruxman et vice-président de l'association francophone des infirmiers d'urgence et secrétaire de l'Union générale des infirmiers de Belgique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et on a évidemment une pensée pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et qui vont passer une période de fête peut-être un petit peu compliquée. Merci à tous les trois.